Lambert Dousson, que je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter, qui est agrégé docteur en philosophie, maître assistant maître assistant, ça existe encore, à l'ENSA de Montpellier, qui va nous faire une communication intitulée Cartographie du moi hybride dans la musique savante récente, l'exemple de Yann Robin. Merci. Alors, comme l'indique le titre de ma communication, mon propos va porter sur une tendance récente à l'œuvre dans la production musicale occidentale actuelle et plus spécifiquement française. Dans cette musique dite contemporaine, qu'on qualifie communément, ou plutôt que ses acteurs qualifient de manière normative, comme sérieuse ou encore savante, c'est-à-dire autonome. Et c'est pourquoi on parle également parfois de musique d'art ou de musique de recherche ou encore d'avant-garde, en opposition avec la musique dite populaire, légère ou encore commerciale, que les tenants de la musique savante, imaginez à chaque fois qu'il y a des guillemets, que les tenants de la musique savante considèrent de manière tout aussi normative et monolithique comme hétéronomes, c'est-à-dire soumises à des impératifs d'ordre social et ou économique, impératifs auxquels, soi-disant, l'œuvre de musique d'art échapperait en n'obéissant qu'aux lois du langage strictement musical, dont son auteur, le compositeur, serait l'unique législateur souverain. Et précisément, je souhaiterais examiner ici comment cette opposition normative subit actuellement, c'est-à-dire depuis cette décennie 2000-2010, une forme de déplacement qui serait activée par l'invocation du thème de ce colloque, à savoir le motif du mélange des genres et plus spécifiquement de l'hybridation. Mon hypothèse est la suivante. Je me demande si la valorisation actuelle de la notion d'hybridation dans la musique contemporaine dite sérieuse ne constituerait pas une rhétorique, ce qui ne signifie pas qu'elle soit sans effet, une rhétorique qui, en prenant l'ouverture de la musique savante à la musique populaire et l'acceptation d'une porosité entre l'une et l'autre musique, cette rhétorique viserait à tenter de maintenir une étanchéité et un rapport de hiérarchie entre ces deux sphères de la production musicale. C'est-à-dire, et c'est un peu le cœur de mon propos, c'est-à-dire à préserver la croyance en une autonomie de la musique d'art en regard de l'hétéronomie de la musique légère. En d'autres termes, la valorisation actuelle de l'hybridation procéderait en fait d'une forme de subsistance des normes qui sont celles du modernisme, alors qu'hybridation et modernisme apparaissent au premier abord comme antagoniques, le modernisme se définissant en premier lieu comme la recherche de la pureté d'un langage musical original, toujours avec des guillemets, fondé sur des principes exclusivement endogènes, seuls à même de générer l'inouï. Or, je voudrais examiner ici comment cette ambiguïté, ce rapport paradoxal entre hybridation et modernisme, touche à la fois aux dimensions institutionnelles et esthétiques de la production musicale contemporaine savante, dimensions à l'intersection desquelles semble s'instaurer une sorte de moi hybride, c'est-à-dire une forme de subjectivité, celle du compositeur, qui correspondrait à cette ambiguïté et qui cristalliserait ce paradoxe du modernisme et de l'hybridation, de l'autonomie et de l'hétéronomie. Un moi hybride dont je souhaiterais tenter d'esquisser ici la cartographie esthétique et institutionnelle. Alors pour tenter de clarifier ce problème, je vais m'appuyer sur l'exemple d'un jeune compositeur de 39 ans. C'est une des spécificités de la musique savante contemporaine, être jeune à 39 ans, qui me semble particulièrement représentatif ou symptomatique de la tendance dont je parle. Yann Robin, donc né en 1974, dont la première œuvre cataloguée date de 2001, et que l'on classe généralement dans les musiciens dits de la saturation, parfois aussi du son sale, esthétique qu'il partage avec d'autres compositeurs de sa génération, et parmi lesquels en particulier Raphaël Sendo, né en 1975, ou encore l'italien Fausto Romitelli, né quant à lui en 1963 et décédé en 2004. Donc je commencerai par une citation, la voici. « Une distorsion qui concerne aussi bien le domaine du son que celui de l'avant-garde. » Cette phrase, signée par le chroniqueur musical du quotidien Le Monde, Pierre Gervasoni, dans son compte-rendu d'un concert qui s'est tenu dans le grand salon de la Villa Médicis à Rome le 17 janvier 2010, pour qualifier les premières mesures de Art of Metal 2 de Yann Robin,
semble à mes yeux parfaitement résumer la problématique qui constitue le fil conducteur de mon propos. Distorsion apparaît en effet ici comme la manière dont l'hybridation opère chez Yann Robin. Or, ce qui est remarquable, c'est que dans cette phrase, l'hybridation est exposée dans les termes qui sont ceux du modernisme musical, dans la mesure où, ici, l'hybridation constitue un opérateur qui établit un lien de cohérence et même d'équivalence entre une appréhension esthétique, le domaine du son, et une appréhension historique, l'avant-garde de l'œuvre. En d'autres termes, le principe d'intelligibilité de l'hybridation chez Yann Robin semble reposer sur un cadre conceptuel moderniste, d'une manière cependant ambiguë sur laquelle je vais revenir. Ainsi, pour ce qui concerne le domaine du son, pour reprendre l'expression de Gervasoni, l'hybridation ou la distorsion dans cette pièce composée pour clarinette, contrebasse, métal et dispositif électronique et créée à l'IRCAM le 2 octobre 2007 repose sur les principes suivants exposés par Yann Robin lui-même dans la notice de l'œuvre. Je le cite. « Outre la recherche de puissantes sonorités métalliques, l'autre préoccupation principale est le son que peut produire l'émission de la voix dans la clarinette contrebasse. Ce mixage engendre des perturbations et modifie considérablement le timbre de l'instrument. La voix est utilisée chantée ou bien criée. Ces cris, émis avec des sons fendus, amplifient la distorsion et la saturation du son. Les timbres semblent éclater, exploser et produisent une violente énergie. Tout cela est accru par l'électronique qui immerge l'auditeur à l'intérieur même du son grâce à un système de spatialisation permettant de modifier virtuellement les paramètres acoustiques d'une salle et donc d'en changer psychoacoustiquement la perception. D'autres outils de traitement développés à l'IRCAM, donnant la possibilité de resynthétiser le son en temps réel, d'en extraire le bruit ou les transitoires d'attaque, ont apporté une précieuse contribution et enrichi considérablement l'univers sonore de ce projet. L'hybridation distorsion esthétique porte donc sur 3 dimensions de l'univers sonore de la pièce, le mixage du souffle et de la voix du soliste dans l'anche de son instrument, celui du son instrumental et du bruit, et enfin celui des sons naturels de l'instrument et de ses transformations électroacoustiques activées en temps réel par le dispositif électronique. Donc je vous fais écouter les 2 premières minutes, non pas de Art of Metal 2, dont il n'existe pas d'enregistrement dans le commerce, mais de Art of Metal 3, pour clarinette, contrebasse, métal, ensemble de 18 musiciens et électronique, œuvre créée le 27 juin 2008 au Centre Pompidou dans le cadre du festival Argora de l'IRCAM par le clarinettiste Alain Billard et l'ensemble intercontemporain. Art of Metal 1, qui a été créé le 28 janvier 2007, étant quant à lui composé pour la même clarinette et un ensemble de 17 musiciens, mais sans électronique. Alors, j'arrête ici l'extrait.
Donc pour ce qui concerne à présent le domaine de l'avant-garde, eh bien, en posant l'équivalence entre, d'une part, l'hybridation distorsion esthétique qui travaille l'univers sonore de l'œuvre de Yann Robin, et d'autre part, l'hybridation distorsion par laquelle elle met en question cette avant-garde, c'est une mise en perspective historique du cycle Art of Metal que Gervasoni effectue. Car cette distorsion du domaine de l'avant-garde fait en réalité implicitement référence à l'interdiction de tout mélange des genres, justement, qui animait le modernisme musical européen dans les années 50, et ce, au nom de la refondation d'un langage musical autonome, émancipé de toute tradition historique, de toute norme sociale, de toute détermination exogène. Symptomatique de ce refus est la fonction de repoussoir à laquelle s'était vu assigner le style dit néoclassique qu'Igor Stravinsky avait adopté vers 1920, jusqu'à sa conversion au début des années 50 à la technique sérielle issue des œuvres de Webern, le compositeur de référence de l'avant-garde. Un style qui, précisément, érigeait le mélange des genres en esthétique musicale, une esthétique fondée sur la pratique du pastiche et la technique de l'emprunt de fragments musicaux du passé et de musique légère de l'époque, ragtime, jazz, tango, etc. Un style, une esthétique, une technique et une pratique sous-tendues par un rapport à l'histoire que Pierre Boulez, figure de proue de l'avant-garde, et le même qui fondera en 1976 l'IRCAM et l'ensemble intercontemporain commanditaire d'Art of Metal, qualifié en 1950 d'esthétique de la reconstitution, qu'il condamnait sans appel dans les termes suivants, en faisant implicitement référence à Pulcinella de Stravinsky, sous-titré « Ballet en un acte » d'après des thèmes et des fragments musicaux de Pergolèse, et composé en 1920, je cite Boulez, « Les affolants soubresauts, affolants autant qu'affolés, de Bach à Tchaïkovski, de Pergolèse à Mendelssohn, de Beethoven aux polyphonistes de la Renaissance, marquent les étapes d'une faillite éclectique et misérable, sans pour cela que le moindre embryon de langage fût arrivé à se faire jour. Paresse intellectuelle, délectation prise comme fin en soi, ou, si l'on veut, hédonisme morose. » De manière analogue, le bruit se voyait sous la plume de Boulez relégué au rang d'anecdote, c'est le terme qu'il emploie, en raison des allusions au monde réel, industriel par exemple, qu'il contient, ou plus fondamentalement à cause de ce qu'il nommait sa force centrifuge, c'est-à-dire son incapacité à être intégré dans une dialectique de la forme dont le principe était l'abolition de l'opposition forme-matériaux dans une même structure organique. Le bruit, la musique classique du passé, la musique légère du présent, apparaissaient ainsi comme des puissances de l'hétéronomie. Or, à cette dialectique de la forme, fondée sur la cohérence d'un univers sonore ayant neutralisé toute référence au monde extérieur, correspondait dans la conception moderniste une dialectique de l'histoire, car telle est la manière dont la subjectivité moderniste se concevait. Un sujet de l'histoire de la musique, et même de l'histoire tout court, histoire comprise selon une perspective téléologique, dont le modernisme constituait l'aboutissement et le dépassement. Telle est au fond la signification de l'expression avant-garde. Or, c'est une même équivalence moderniste entre sujet esthétique et sujet historique que l'on retrouve sous la plume de Pierre Gervasoni à propos de Yann Robin, quand il affirme que cette opération d'hybridation-distorsion constitue le principe de rationalité commun de l'univers sonore de Art of Metal 2 et du rapport de cette œuvre à l'histoire de l'avant-garde. En d'autres termes, la distorsion de l'avant-garde, loin d'être une pratique de transgression à l'égard de celle-ci, ne fait en réalité qu'en poursuivre la tradition. Mais cette mobilisation paradoxale du modernisme ou de l'avant-garde pour justifier historiquement le principe d'hybridation qui anime l'esthétique de Yann Robin trouve précisément une voie d'élucidation et même de justification dans le type de subjectivité dont le compositeur est un symptôme, à savoir un moi hybride. Et les traits qui composent le visage de ce moi hybride semblent ne pouvoir se dessiner qu'en faisant appel à une double cartographie, deux cartes qui, au premier abord, semblent n'être que juxtaposées, mais qui en réalité sont connectées. La première cartographie relève du parcours institutionnel de Yann Robin, qui est le parcours type des compositeurs projetés un temps sous les feux de la rampe, car le milieu de la musique savante génère aussi ses propres vedettes et vit aussi au rythme de ses propres modes.
Une carrière dont les étapes obligées et passées sont la classe de composition dans un conservatoire national de région, celui de Marseille, le premier prix d'analyse et de composition au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, le cours de composition au Centre Acanthe, la résidence à la Fondation Royaumont, le cursus informatique de l'IRCAM, le statut de compositeur invité dans un orchestre français, la sélection comme pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, la commande d'État pour l'ensemble intercontemporain, carrière dont les prochaines étapes peuvent être une commande pour le Festival d'automne à Paris, ainsi qu'un premier opéra, puis un deuxième opéra, et ainsi de suite. Mais c'est la seconde cartographie qui peut-être caractérise le mieux ce moi hybride et dont la première phrase du compte-rendu de Pierre Gervasoni constitue une porte d'entrée dans la mesure où elle joue précisément sur la distorsion entre les deux cartographies. Du heavy metal dans le somptueux décor de la Villa Médicis, avec un point d'exclamation qui signale la transgression. C'est donc des guitares électriques du heavy metal que provient cette rationalité de la distorsion qui établit cette équivalence si moderniste entre sujet esthétique, sujet d'une esthétique hybride, et sujet de l'histoire, un sujet d'une histoire hybride. Il est en effet difficile de manquer, tant cela est répété dans chaque compte-rendu de concert, dans chaque entretien que le compositeur accorde, mais dont, dans les notices de ses œuvres disponibles sur le site internet de l'IRCAM, manquer que Yann Robin a écouté beaucoup de heavy metal durant son adolescence. Ces références, mobilisées dans un entretien datant d'août-septembre 2005, disponible sur son site internet yannrobin.com, mais dont la dernière mise à jour semble remonter à avril 2007, ces références étant Metallica, Anthrax et Iron Maiden. Donc, quoi qu'il en soit de ces références, qu'on puisse les considérer très mainstream ou non, ce qui est significatif, c'est précisément que les racines biographiques extraites du heavy metal soient ainsi mobilisées afin de justifier le type de rapport esthétique et historique qui donne une forme hybride à cette subjectivité musicale. Symptomatique de cette survalorisation de la désintégration des frontières entre mondes musicaux et la manière dont, par exemple, Pierre Gervasoni, encore lui, dans un supplément du Monde consacré à l'événement Manifeste organisé par l'IRCAM du 1er juin au 1er juillet 2012, sacrifié aux clichés en ne résistant pas à écrire qu'à 14 ans, Yann Robin se défonçait au heavy metal dans un garage. À 16 ans, il accompagnait des saxophonistes rugissants dans des clubs de jazz. En d'autres termes, l'hybridation esthétique et historique, en tant qu'elle est fondée sur le moi biographique, confère une aura à la personne du compositeur. Or, ce mode de présentation de soi, qui relève de la logique de la confession et de la localisation originelle des identités, à l'œuvre dans d'autres domaines que la musique, où l'on ne demande plus d'où tu parles, mais qui es-tu, ce mode de présentation de soi, donc, constitue un phénomène récent dans la musique savante, dans la mesure où les compositeurs, dont ceux qui n'étaient pas passés par la phase free jazz ou rock dans leur jeunesse se comptaient sur les doigts de la main, compositeurs donc avaient plutôt tendance à l'objectivation de leur pratique musicale, dont l'opérateur était la technique musicale, suivant en cela la leçon de leurs aînés modernistes, le moi est haïssable. Car ce qui est loin d'être récent, c'est la pratique de la réintégration formelle d'éléments hétérogènes dans une structure musicale, telle qu'on peut par exemple l'avoir à l'œuvre chez quelqu'un comme le compositeur Luciano Berio, né la même année que Boulez, en 1925, et décédé en 2003, et qui avait lui-même révoqué l'expression avant-garde, avant que cette expression-là ne réapparaisse que très récemment. Le nœud du problème ne porte donc pas tant sur la problématique esthétique du mélange des genres, ou de l'intégration formelle de fragments de musique savante ou légère, mais dans le fait de puiser cette attitude esthétique et historique à une source biographique. Ainsi, dans le même entretien disponible sur le site internet de Yann Robin, à la question « Qu'est-ce qu'une musique d'aujourd'hui ?», le compositeur répond, et là je le cite longuement, « Une musique de son temps. Certains artistes, comme Thelonious Monk, sont intemporels. Il est de son temps, quel que soit le temps considéré. D'autres ont su évoluer, se renouveler en étant à l'écoute des moyens de leur temps. Miles Davis démarre en 1943 aux côtés de Charlie Parker. Dans les années 1980, il fait du jazz rock. Il est de son temps, dans des temps différents. Par le développement et la mondialisation des réseaux de communication, notre aujourd'hui est celui d'une époque où tout est facilement et rapidement à portée de main.
Ma ville de Marseille, notre pays, sont des lieux très cosmopolites, tissés de manières de vivre, de culture, de philosophie, d'identités sonores très différentes. J'ai découvert récemment la musique de Fausto Romitelli qui m'a totalement séduit, notamment son opéra vidéo Index of Metal. On entend des cordes, puis surgit une voix qui se transforme en guitare électrique, entre un piano qui se métamorphose en un son inouï. C'est une musique de synthèse qui abolit les frontières entre des univers a priori cloisonnés. Il y a là, à mon sens, une forme de modernité. J'ai moi-même tendance à me penser comme un filtre. J'ingère, je digère ou non, je crée. Le jazz ne s'est lui-même historiquement constitué que dans le métissage. Mais je ne cherche pas à tout comprendre des musiques qui m'entourent. J'ai peur que cela inhibe mon imaginaire. Je tente simplement de capter certaines choses, comme un fleuve passe sur un caillou et lui soustrait certains de ses sels. Encore faut-il que cette hybridation parvienne à constituer un tout potentiellement neuf, un contexte dans lequel même un accord de Do majeur pourra apparaître extrêmement moderne. Dans le Nègre de Lévinas, j'entends parfois du Verdi, mais les modalités de présence de ce fantôme, la manière dont il s'articule à l'ensemble, le timbre ne sont aucunement verdiens. Pas de musique d'aujourd'hui sans ambition pionnière, dans le défrichage d'un territoire qui nous semble vierge, quitte à buter dans une impasse. Donc cette définition de la musique revêt donc la forme d'un autoportrait où affleure ce moi hybride qui manipule à grande vitesse des références hétérogènes, le jazz, la musique contemporaine, la musique classique, la ville de Marseille, la France, les réseaux de communication, et ce, sans établir entre elles de hiérarchie ou de généalogie, de rapport de causalité ou de différence spécifique. Donc on a une sorte de renversement qui s'opère, puisque ce sujet hybride apparaît comme le sujet autonome, tandis que le sujet institutionnel serait plutôt le sujet hétérodome, c'est-à-dire dépendant en fait des institutions et du système de la commande. Si bien que ce renversement peut se résumer par le fait que c'est l'institution elle-même qui en vient à valoriser le parcours anti-institutionnel ou atypique, c'est-à-dire hybride. Mais cependant, l'hybridation, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps pour parler ou pas? Est-ce que je peux ou pas? Une petite pause. Oui, ouais, d'accord. 2 minutes. Ok. Cependant, l'hybridation, c'est les termes qu'il emploie, l'hybridation, le métissage, la synthèse qui abolit les frontières entre des univers a priori cloisonnés, tout en étant survalorisé, se voit ici mis au service du potentiellement neuf, de la modernité, de l'extrêmement moderne, du territoire vierge et enfin de l'inouï. C'est-à-dire précisément de toutes les valeurs qui ont structuré le mythe moderniste, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Rosalind Krauss, l'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes. À ceci près que l'impératif d'originalité semble s'être déplacé de la question formelle qui animait le modernisme, à la question sonore. Le risque encouru, peut-être difficile à éviter, est celui du pastiche, d'où peut-être la grande séduction qu'opère cette musique, souvent acclamée par le public et par Pierre Gervasoni. Ainsi, cette reconduction des mythes modernistes met au jour dans quelle mesure la logique de l'hybridation de la musique savante et du heavy metal ou du free jazz, ici, n'opère pas comme un médium de réflexion qui porterait sur cette équivalence moderniste entre le sujet esthétique et le sujet historique, et viendrait justement questionner le rapport de l'écriture musicale à son histoire et aux autres pratiques musicales non fondées sur l'écriture. Donc pour conclure, je dirais que cette forme de subjectivité, telle qu'elle émerge de l'espace discursif que j'ai mobilisé ici, mais qui structure l'expérience de la musique contemporaine sérieuse, cette subjectivité n'est pas sans lien avec un positionnement récent des institutions musicales publiques. Et le problème, entre parenthèses, n'est bien évidemment pas de juger s'il s'agit d'une évolution positive ou négative. Un repositionnement, donc, qui semble s'être enclenché dans les années 1990 et qui concerne, je crois, en particulier l'IRCAM. Ce n'est en effet pas un hasard si l'idée d'hybridation a été réévaluée avec le développement des œuvres dites mixtes ou électroacoustiques, c'est-à-dire consistant dans la transformation en temps réel des sonorités naturelles de l'instrument par le dispositif électronique. Et sans doute, l'hybridation que Yann Robin érige comme un principe d'écriture vient de ces technologies électroacoustiques. Mais les années 1990 sont aussi celles où l'IRCAM entre dans l'ère de la communication,
quand, en 1992, Laurent Bayle succède à Pierre Boulez pour diriger l'institution et engager des opérations de rénovation architecturale, lancer une revue, une collection d'ouvrages de recherche et de monographies sur les compositeurs de l'IRCAM, des collaborations avec l'université et le CNRS, organiser des opérations portes ouvertes et un festival, s'ouvrir à la danse, aux arts plastiques, au cirque plus récemment, et progressivement collaborer avec l'industrie cinématographique pour créer la voix de Farinelli, obtenue par l'hybridation de celle d'un contre-ténor et d'une soprano Courlara-Tour, ou corriger en post-production l'accent anglais de Gérard Depardieu. L'industrie automobile, l'industrie des télécommunications, du design sonore, du dessin animé, du jeu vidéo, etc. Mais il est surtout intéressant de voir combien, parallèlement à ces évolutions, à cette hybridation des activités de l'institution, l'exposition du compositeur s'est intensifiée, notamment en multipliant ses portraits photographiques, pratique que l'on voit également actuellement dans le monde universitaire ou de l'édition littéraire, aussi bien que celle consistant à avoir son propre site internet. Donc, exposition photographique du compositeur ou en lui demandant de nombreuses interviews brèves dans des publications qui vont relever bientôt plus de la communication institutionnelle que du rapport d'activité, une sorte de mélange entre critique et publicité. Comme s'il s'agissait de mettre en avant moins le sujet d'une pratique d'écriture qu'une personnalité, un moi privé, dont la valeur d'image est peut-être capable de rivaliser aujourd'hui avec celle d'un artiste de musique dite populaire, légère ou commerciale. Je vous remercie.